Salut à tous. Le 14 mai 2026 à 06h15, le MSC Francesca, un porte-conteneur immatriculé au Libéria transportant 14 000 tonnes de biens de consommation de Singapour à Rotterdam, se trouvait à 38 milles nautiques au nord-est Ormus lorsque les opérateurs radars ont détecté 3 contacts rapides approchant depuis la côte iranienne à des vitesses dépassant 40 nœuds. Le capitaine Alessandro Marini, un marin marchand italien de 47 ans, a ordonné à son équipage de passerelle de contacter les embarcations qui approchaient. La réponse est arrivée immédiatement, dans un anglais fortement accentué, s'identifiant comme la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Navire commercial MSC Francesca, vous avez l'ordre d'arrêter vos moteurs immédiatement et de vous préparer à recevoir une équipe d'abordage. Toute tentative de fuite ou de résistance entraînera l'usage de la force. Ce n'est pas une demande. Obéissez immédiatement. La transmission était sèche, agressive et ne laissait aucun doute sur les intentions. Les bateaux du corps des gardiens de la révolution islamique ne menaient pas une inspection et ne faisaient pas respecter un blocus. Ils s'emparaient du navire. Le détournement du MSC Francesca, suivi 90 minutes plus tard par la saisie presque identique du pétrolier grec Epaminondas, représentait la violation la plus audacieuse de la fragile trêve maritime négociée pour éviter la fermeture complète du trafic commercial dans le Golfe. Cette trêve, arrachée après des semaines de médiation omanaise, avait établi des règles de base. Les navires commerciaux ne transportant pas de contrebande devaient transiter sans entrave, les forces militaires devaient maintenir leur position sans harceler la navigation et les différends devaient être résolus par des protocoles d'inspection plutôt que par une saisie forcée. L'Iran avait accepté ces conditions dans le cadre d'un accord plus large, échangeant un certain allègement de pression contre la garantie que la navigation pourrait continuer. Les saisies du 14 mai ont fait voler cet accord en éclats et ont démontré que l'Iran ne se sentait soit pas lié par les engagements pris, soit qu'il avait décidé que l'escalade servait mieux ses intérêts stratégiques que la retenue. Dans les deux cas, la saisie de 2 navires dans les eaux internationales, leurs équipages pris en otage et les bâtiments détournés de force vers des ports iraniens marquaient le franchissement d'un seuil qui allait déclencher une crise immédiate. Le capitaine Marini faisait face à la décision que redoute tout marin marchand. Obéir à des ordres illégaux venus de forces hostiles ou résister et mettre potentiellement son équipage en danger. Le MSC Francesca comptait 23 membres d'équipage de plusieurs nationalités. Aucun n'était armé, le navire ne disposait d'aucune capacité défensive, hormis des lances à incendie. Les bateaux du corps des gardiens de la révolution islamique étaient équipés de mitrailleuses lourdes et servis par du personnel portant des armes automatiques. Résister aurait été suicidaire. Mais obéir signifiait permettre aux forces iraniennes de prendre le contrôle d'un navire valant plus de 30 millions de dollars avec une cargaison d'une valeur nettement supérieure et donner à l'Iran des otages comme levier politique. Marini a fait son calcul, la sécurité de l'équipage passait avant la valeur du navire et de la cargaison. À 06E23, il a ordonné de réduire les moteurs au ralenti et a diffusé un accusé de réception indiquant que le MSC Francesca obéirait. Les bateaux du corps des gardiens de la révolution islamique ont approché avec une efficacité rodée qui laissait supposer un entraînement poussé précisément pour ce type d'opération. 2 bateaux ont pris position de chaque côté du porte-conteneur, tandis que le 3e tournait autour pour couvrir la poupe. À 06H28, la première équipe d'abordage a grimpé sur des échelles légères en aluminium lancées contre la coque, franchissant les 10 mètres entre le niveau de l'eau et le pont en moins de 30 secondes. L'équipe se composait de 12 fantassins de marine du corps, des gardiens de la révolution islamique, tous armés de fusils d'assaut AK, 103, portant des gilets tactiques avec des chargeurs supplémentaires et des grenades, et se déplaçant avec une discipline indiquant que ce n'était pas leur première opération d'abordage maritime. Ils ont rapidement sécurisé le pont, établissant le contrôle des accès à la passerelle et à la salle des machines avant de signaler au 2e bateau d'envoyer du personnel supplémentaire. À 06H35, les forces iraniennes contrôlaient entièrement le MSC Francesca.
L'équipage avait reçu l'ordre de se rassembler sur le pont, où il a été fouillé, photographié, et où ses appareils de communication ont été confisqués. Le capitaine Marini a été escorté jusqu'à la passerelle, où un officier du corps des gardiens de la révolution islamique, se présentant comme le commandant Javad Hachemi, l'a informé que le navire était placé sous garde iranienne pour inspection de la cargaison et vérification que le bâtiment n'était pas impliqué dans des activités violant les sanctions. L'explication était clairement prétextuelle. Aucune inspection n'a été menée, aucune cargaison n'a été examinée. Le commandant Hachemi s'est simplement placé à côté du timonier et a ordonné un changement de cap, relèvement 285 degrés en direction du port iranien de Bandar Abbas. Pour les équipages, les heures suivantes ont été une expérience irréelle, être prisonniers sur leur propre navire, regarder du personnel du corps, des gardiens de la révolution islamique occuper les postes pendant que les bâtiments étaient détournés vers des ports hostiles sous garde armée. Les forces iraniennes n'ont fait aucun effort pour dissimuler qu'il s'agissait d'une saisie plutôt que d'une inspection. Elles ont posté des gardes partout sur les navires, restreint les mouvements de l'équipage, et fait clairement comprendre que toute résistance déclencherait une violence immédiate. Plusieurs membres d'équipage ont rapporté avoir été frappés pour avoir obéi trop lentement. L'officier radio du navire qui tentait d'émettre un signal de détresse a été violemment battu. Le message transmis par les actes et les menaces était sans ambiguïté. Les équipages étaient des otages dont la survie dépendait d'une coopération totale. À 90 000 de là, le pétrolier grec Epaminondas a vécu une séquence presque identique. Le navire qui transportait 85 000 tonnes de pétrole brut d'Arabie Saoudite vers l'Europe empruntait les routes de navigation habituelles lorsque des bateaux du corps des gardiens de la révolution islamique se sont approchés à 07 H48. Le capitaine Dimitrios Papadopoulos a reçu le même ultimatum. Arrêter les moteurs, se préparer à l'abordage, toute résistance serait contrée par la force. Comme Marini, Papadopoulos a choisi d'obéir plutôt que de risquer la vie de son équipage. L'Epaminondas représentait une prise encore plus importante. Sa cargaison à elle seule valait plus de 60 millions de dollars au prix actuel du pétrole et la saisie d'un pétrolier transportant du brut saoudien vers l'Europe envoyait un message sur la capacité de l'Iran à perturber les flux énergétiques de manière beaucoup plus puissante que la prise d'un porte-conteneurs. À 08H15, les deux navires faisaient route vers Bandar Abbas sous contrôle iranien. Le premier signe indiquant qu'un problème s'était produit est venu des systèmes de suivi maritime qui montraient les deux bâtiments dévier de leur plan de route déposé et se diriger vers les eaux territoriales iraniennes. À 08A42, le centre de sécurité maritime de Bahreïn a détecté des anomalies et tenté un contact radio. En l'absence de réponse, il a alerté les compagnies maritimes. À 09H15, la situation était traitée comme un détournement confirmé et les canaux diplomatiques s'activaient pour exiger des explications iraniennes et une libération immédiate. La réponse iranienne était calculée pour créer un maximum d'ambiguïté. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les forces navales iraniennes avaient placé sous leur garde 2 navires soupçonnés d'avoir violé des réglementations maritimes et des interdictions liées sanctions, que les navires et les équipages étaient retenus pour enquête et seraient libérés lorsque l'Iran serait convaincu qu'aucune violation n'avait eu lieu. La déclaration était volontairement vague, créant un espace de négociation tout en évitant de reconnaître explicitement que l'Iran avait simplement saisi des navires dans les eaux internationales sans justification légale. Pour les équipages, l'arrivée à Bandar Abbas à 15H30 a marqué le passage de l'incertitude à la captivité. Les navires ont été dirigés vers des zones de mouillage éloignées des principales installations portuaires, isolées du trafic commercial. Les équipages ont été séparés par nationalité, longuement photographiés, interrogés sur la cargaison et la propriété des navires et informés qu'ils seraient retenus jusqu'à ce que leur gouvernement coopère avec les autorités iraniennes. Les interrogatoires étaient menés par des officiers du renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique qui évaluaient l'état psychologique des membres d'équipage, cherchaient ceux qui étaient vulnérables à la pression et recueillait des renseignements sur les procédures de navigation utiles pour de futures opérations.
Le calcul stratégique derrière les saisies iraniennes est devenu plus clair lorsque les responsables iraniens ont formulé des exigences n'ayant rien à voir avec les navires eux-mêmes. Par l'intermédiaire de médiateurs omanais, les représentants iraniens ont indiqué que les navires et les équipages seraient libérés sous 3 conditions. Suspension immédiate des activités américaines de blocus naval, libération des avoirs iraniens gelés dans les banques européennes, garantie que la navigation commerciale vers l'Iran se poursuivrait sans interférence américaine. Les exigences étaient conçues pour être inacceptables tout en créant un cadre de négociation susceptible d'obtenir un succès partiel. Les équipages otages et les navires saisis étaient utilisés comme levier pour arracher des concessions que l'Iran n'avait pas obtenues par la seule négociation. La réponse internationale au détournement reflétait des intérêts divisés et des options limitées de coercition qui ne créeraient pas de problèmes plus graves. Les nations européennes, dont la navigation commerciale était directement touchée et dont des citoyens figuraient parmi les otages, ont appelé à une libération immédiate et menacée de sanctions économiques si l'Iran n'obéissait pas. Mais le levier européen était limité parce que les sanctions étaient déjà étendues et parce que toute mesure supplémentaire nécessiterait une coordination avec les États-Unis qui avaient leurs propres priorités, pas nécessairement alignées sur les intérêts européens. Les États-Unis faisaient face à leur propre dilemme. Une action militaire pour libérer les navires était techniquement possible, mais comportait des risques énormes. Une opération de sauvetage exigerait de prendre d'assaut des bâtiments ancrés dans les eaux territoriales iraniennes, protégés par des forces du corps des gardiens de la révolution islamique, capables d'appeler d'importants renforts depuis les installations militaires voisines. Même si l'opération réussissait à libérer les équipages, elle entraînerait probablement des pertes, pourrait déclencher des représailles iraniennes plus larges et pourrait finir par couler les navires même qu'elle était censée sauver. L'autre option, négocier leur libération, revenait à donner à l'Iran précisément le levier et les concessions que les saisies étaient censées lui permettre d'obtenir. Aucune option n'était attirante et le débat au sein de l'appareil de sécurité nationale américain reflétait une véritable incertitude sur laquelle de ces mauvaises options était la moins mauvaise. Et quelque part, une salle de presse, à la manière de Trump, aurait déjà pu transformer ce genre de dilemme en bannière de victoire avant même que quiconque sache où se trouvaient les navires. Pour l'industrie maritime, les détournements ont provoqué une perturbation immédiate et sévère du commerce à travers le Golfe. Les assureurs, qui facturaient déjà des primes élevées aux navires transitant dans la région en raison des tensions militaires en cours, ont immédiatement relevé les primes de risque de guerre à des niveaux rendant de nombreux voyages commerciaux économiquement non viables. Plusieurs grandes compagnies maritimes ont annoncé qu'elles suspendraient temporairement tous les transits par le détroit d'Ormuz et redirigeraient leurs navires autour de l'Afrique plutôt que de risquer la saisie de leurs bâtiments et de leurs équipages. L'impact économique s'est propagé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales à mesure que la capacité maritime se contractait et que les coûts de transport augmentaient. Les marchés de l'énergie ont réagi avec une inquiétude particulière, car la saisie de l'Epaminondas démontrait la capacité et la volonté de l'Iran de cibler des pétroliers transportant du pétrole des producteurs du Golfe vers les marchés internationaux. Si l'Iran commençait à saisir systématiquement des pétroliers, les flux mondiaux de pétrole seraient gravement perturbés, que le détroit d'Ormuz reste physiquement ouvert ou non. La menace de saisie pouvait fermer le détroit aussi efficacement que des mines navales ou un blocus militaire. La dimension humaine de la crise est devenue de plus en plus visible lorsque les familles des membres d'équipage détenus ont lancé des campagnes publiques exigeant une action gouvernementale pour obtenir leur libération. Maria Santos, épouse d'un ingénieur philippin à bord du MSC Francesca, est apparue dans les médias internationaux en décrivant le dernier appel téléphonique de son mari avant que les communications soient coupées. La peur dans sa voix lorsqu'il lui a dit que des bateaux du corps des gardiens de la révolution islamique approchaient, et sa propre terreur à l'idée de ne jamais le revoir. Elle a montré des photos de leurs 3 enfants en demandant ce qu'elle était censée leur dire pour expliquer pourquoi leur père ne rentrait pas à la maison. Elena Papadopoulos, fille du capitaine de l'Epaminondas, a organisé des manifestations devant les bureaux du gouvernement grec pour exiger qu'il en fasse davantage afin d'obtenir la libération de son père,
affirmant que les marins marchands qui risquaient leur vie pour maintenir le commerce mondial en fonctionnement méritaient une meilleure protection que des déclarations diplomatiques creuses. Les histoires personnelles donnaient un visage aux statistiques et créaient une pression politique sur les gouvernements pour qu'ils agissent, même si cette pression ne rendait ni les choix difficiles plus faciles, ni les options limitées plus efficaces. Le 6 mai, 48 heures après les saisies, la crise s'était installée dans une impasse inconfortable. Les navires restaient ancrés sous garde iranienne, les équipages demeuraient détenus, et les négociations par l'intermédiaire des Omanais n'avaient produit aucune percée. L'Iran insistait pour que ces exigences soient satisfaites avant qu'une quelconque libération soit envisagée. Les États-Unis affirmaient qu'ils ne négocieraient pas sous la contrainte d'une prise d'otages et que l'Iran devait libérer les navires et les équipages immédiatement, sans condition. Les nations européennes tentaient de négocier un compromis qui pourrait offrir aux deux camps une voie de désescalade permettant de sauver la face, mais trouver un terrain d'entente était difficile lorsque les positions de départ étaient fondamentalement incompatibles. Pendant ce temps, les membres d'équipage détenus restaient dans une captivité incertaine. Leur traitement était assez correct pour éviter de créer une crise humanitaire susceptible de forcer une action immédiate, mais assez inconfortable pour maintenir la pression sur les gouvernements afin qu'ils négocient. Ils étaient nourris correctement, avaient accès à des installations d'hygiène de base et n'étaient pas physiquement maltraités au-delà de la violence initiale durant la saisie. Mais ils étaient aussi isolés de toute communication avec leurs familles, soumis à des interrogatoires périodiques et ne recevaient aucune information sur le moment où ils seraient libérés, ni même sur la possibilité qu'ils le soient. Les implications à plus long terme des détournements dépassaient la crise immédiate et touchaient à des questions fondamentales de sécurité maritime et de viabilité du transport commercial dans des eaux contestées. Si l'Iran pouvait saisir des navires en toute impunité et les utiliser comme monnaie d'échange, qu'est-ce qui empêchait d'autres acteurs d'adopter des tactiques similaires? Si la communauté internationale ne pouvait pas ou ne voulait pas répondre efficacement pour protéger la navigation commerciale, quelle responsabilité les compagnies maritimes avaient-elles envers leurs équipages lorsqu'elles les envoyaient dans des eaux dangereuses? Si l'assurance rendait les voyages commerciaux économiquement non viables, comment le commerce mondial s'adapterait-il à la réalité de points d'étranglement maritime clés qui n'étaient plus fiables ni sûrs? Ces questions n'avaient pas de réponse simple et les saisies du 14 mai ont forcé l'industrie maritime, les gouvernements et les institutions internationales à les affronter avec une urgence qui avait manqué lorsque les menaces restaient théoriques plutôt que démontrées par de véritables prises d'otages. La crise a atteint un point d'inflexion le 19 mai, lorsqu'un des membres d'équipage détenu, un chef mécanicien grec de 48 ans nommé Kostas Demetriou, a subi une crise cardiaque alors qu'il était sous garde iranienne. Les gardes du corps des gardiens de la révolution islamique lui ont d'abord refusé des soins médicaux, considérant ses douleurs thoraciques comme une simulation destinée à susciter la sympathie ou à créer une occasion d'évacuation. Lorsque les autorités iraniennes ont reconnu que l'urgence médicale était réelle et ont transporté Demetriou dans un hôpital de Bandar Abbas, il était dans un état critique. Il a survécu, mais l'incident a créé exactement le type de crise humanitaire qui avait été évité jusque-là. Les images de Demetriou transporté hors du navire sur une civière, alors qu'il faisait un arrêt cardiaque, ont fourni une preuve viscérale du coût humain du maintien des équipages en détention, et la pression internationale pour leur libération s'est intensifiée de manière spectaculaire. La Grèce, en particulier, a clairement indiqué que la poursuite de la détention de ses citoyens après que l'un d'eux eût failli mourir sous garde iranienne était intolérable et qu'elle soutiendrait toutes les mesures nécessaires, y compris une action militaire pour obtenir leur libération. La combinaison de la crise médicale, de la pression diplomatique soutenue et peut être du calcul selon lequel la détention prolongée n'atteignait pas les objectifs stratégiques iraniens a conduit à une percée dans les négociations le 20 et à mai.
Par médiation omanaise, l'Iran a accepté de libérer les 2 navires et leurs équipages en échange de concessions nettement plus modestes que celles initialement exigées. Les États-Unis ont accepté de suspendre pendant 30 jours certaines catégories d'application du blocus afin de permettre aux biens humanitaires d'atteindre les ports iraniens sans interception. Les nations européennes ont accepté de débloquer des avoirs iraniens limités destinés à l'achat de fournitures médicales et de nourriture. Et toutes les parties ont convenu de reprendre les négociations sur un cadre plus large de sécurité maritime qui pourrait empêcher de futures saisies tout en répondant aux griefs iraniens concernant l'application du blocus. L'accord ne satisfaisait aucune partie. L'Iran n'obtenait pas l'allègement global qu'il avait exigé. Les États-Unis devaient accepter que la prise d'otages ait arraché des concessions qui n'auraient pas été accordées autrement. Les nations européennes devaient accepter que leurs navires et leurs citoyens demeurent vulnérables à de futures saisies si l'accord fragile venait à s'effondrer. Mais toutes les parties reconnaissaient que l'autre option, une escalade continue vers une possible confrontation militaire, ne servait les intérêts de personne. Une vérité dure qui survit rarement au contact d'un slogan de campagne, surtout lorsque le slogan arrive emballé dans des lettres dorées et sans plan. La libération, lorsqu'elle a finalement eu lieu le 22 mai, a été anticlimatique par rapport au drame des saisies. Les navires ont été autorisés à quitter Bandar Abbas par leurs propres moyens, leurs équipages épuisés et traumatisés, mais physiquement intacts, à l'exception de Demetriou, resté hospitalisé en Iran jusqu'à ce que son état permette une évacuation médicale. Ils ont retraversé le détroit sous escorte de navires militaires de plusieurs nations, tous faisant clairement comprendre que toute interférence avec les navires libérés déclencherait une réponse militaire immédiate. Les équipages ont été longuement débriefés par leur gouvernement et leurs employeurs, fournissant des récits détaillés de leur détention qui ont confirmé que les saisies étaient des opérations planifiées plutôt qu'un harcèlement opportuniste. Les équipes d'abordage du corps des gardiens de la révolution islamique avaient utilisé des procédures standardisées, reçu des instructions précises sur la manière de contrôler les navires et les équipages, et démontré une capacité à saisir et retenir des navires commerciaux, laissant supposer un entraînement et une doctrine spécifiquement développée pour ce type d'opération. Les suites des détournements ont laissé toutes les parties dans une situation pire qu'auparavant, d'une manière difficile à quantifier mais impossible à ignorer. La navigation commerciale dans le Golfe restait exposée au risque de saisie, un risque que les marchés de l'assurance reflétaient par des primes prohibitivement élevées. La fragile trêve maritime négociée avant les saisies avait été brisée, remplacée par un arrangement temporaire encore plus fragile, susceptible de s'effondrer à tout moment. L'Iran avait démontré sa capacité à saisir des navires, mais avait aussi révélé que de telles saisies avaient un coût diplomatique et n'atteignaient pas les objectifs stratégiques aussi proprement que peut être prévu. Les États-Unis avaient montré qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas empêcher de telles saisies par la seule présence militaire et que, une fois les équipages pris en otage, les options de réponse devenaient extrêmement limitées. Et les membres d'équipage qui avaient vécu cette expérience portaient des cicatrices psychologiques qui allaient influencer la décision de marins expérimentés de continuer à travailler sur des routes passant par des eaux dangereuses ou de chercher des emplois sur des trajets plus sûrs, même moins bien payés. Le MSC Francesca et l'Epaminondas ont repris du service commercial après que les inspections ont confirmé qu'ils n'avaient pas été endommagés pendant leur détention, mais trouver des équipages prêts à les faire naviguer dans le Golfe s'est révélé difficile. Plusieurs officiers expérimentés ont refusé des affectations, invoquant la pression de leur famille et leur refus personnel de risquer une nouvelle saisie. Les navires ont finalement appareillé avec des équipages partiellement renouvelés, composés de personnes qui n'avaient soit pas pleinement mesuré les risques, soit avaient suffisamment besoin du travail pour les accepter, mais le renouvellement du personnel maritime expérimenté créait ses propres problèmes pour les compagnies maritimes qui tentaient de maintenir leur capacité opérationnelle tout en gérant des risques que leurs assureurs et leurs équipages considéraient de plus en plus comme inacceptables. L'incident
est devenu un cas d'étude dans les cours de sécurité maritime, analysé pour tirer des leçons sur la manière de répondre à un abordage par des forces hostiles, sur les protections juridiques existant pour les navires commerciaux dans les eaux internationales, et sur la question de savoir si ces protections signifiaient encore quelque chose lorsque des forces militaires les ignoraient tout simplement. L'héritage stratégique plus large des saisies du 14 mai a été la démonstration que la navigation commerciale, malgré son importance pour l'économie mondiale et malgré les cadres juridiques internationaux censés la protéger, restait vulnérable à la coercition d'acteurs étatiques prêts à ignorer ces cadres pour obtenir un avantage stratégique. Les navires et leurs équipages avaient été des pions dans un conflit plus vaste, saisis non pas à cause de quoi que ce soit qu'ils auraient fait, mais parce qu'ils représentaient un levier précieux dans des négociations qui n'avaient rien à voir avec leur cargaison ni avec leur trajet. Cette réalité, une fois démontrée, ne pouvait plus être effacée. Chaque transit commercial ultérieur à travers des eaux contestées portait désormais la conscience que le navire et son équipage pouvaient être saisis, que le droit international pourrait ne pas les protéger et que leur sort pourrait dépendre de négociations diplomatiques sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle, ni même aucune visibilité. Les détournements du MSC Francesca et de l'Epaminondas ont marqué le moment où le risque théorique est devenu une réalité démontrée, et où la question est passée de savoir si l'Iran saisirait des navires commerciaux, à savoir quand et dans quelles circonstances il pourrait le refaire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.